C'est l'un des grands, des très grands paradoxes, et ils sont nombreux, du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes une grande majorité de Français à être convaincus et inquiets du réchauffement climatique, et pourtant peu se mobilisent pour agir. Pire, dans le contexte actuel, qu'il soit budgétaire ou international, le sujet du réchauffement climatique a complètement disparu et semble être redevenu secondaire. Alors, de quoi laisser ceux qui agissent et adoptent des modes de vie plus sobres bien seuls et bien découragés face à l'ampleur de la tâche et au désintérêt de leurs concitoyens? Pourquoi est-il si difficile de se mettre à l'action individuelle et collective? Quelles sont les résistances psychologiques à l'œuvre? Une invitée, une chercheuse ce soir pour nous éclairer, Mélusine Boon-Faller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences cognitives et enseignante à Sciences Po Paris, et vous vous intéressez aux freins psychologiques à la transition. Vous ferez paraître En Marche aux éditions Lattès l'ouvrage intitulé Les pingouins ne sauveront pas la banquise. Et à mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Et merci à vous deux donc d'être présents ce soir dans Question du soir. Comment expliquez-vous, Mélusine Boon-Faller, ce constat de départ? Au fond, on ne parle plus de climat. Le climat a été relégué au 3e, 5e, 8e rang des priorités. Est-ce d'abord la faute au contexte international, à la géopolitique, qui nous fait peut-être plus peur d'une manière irrationnelle en comparaison justement du réchauffement climatique? Oui, si on se penche par exemple sur la question géopolitique, sur la montée de la menace de différentes guerres, on peut voir un contraste direct entre la menace climatique qui semble toujours abstraite, qui semble être un enjeu de long terme, et aujourd'hui la guerre qui semble être quelque chose de beaucoup plus pressant, de beaucoup plus concret. Autre chose avec la guerre, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre les gens que c'est une menace. On a tous ce qu'on pourrait appeler une représentation mentale, donc une simple image dans notre cerveau de en quoi la guerre pourrait être un problème. Vous n'avez pas dû participer cette semaine à la fresque de la guerre pour vous rendre compte de comment ça pourrait impacter votre quotidien, etc. Et donc, parce qu'on a cette menace qui est déjà accessible dans notre cerveau, on a cette représentation et cette menace nous apparaît comme imminente, eh bien, elle est beaucoup plus mobilisatrice parce que c'est normal, on a tendance à se préoccuper plutôt des problèmes immédiats que des problèmes dans le futur. Ça a beaucoup de sens. Julien Bisson. Vous dites qu'on a besoin d'être convaincu, mais Mélusine Boon-Faller, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus encore aujourd'hui au sein de la population sur la réalité du réchauffement climatique, ou est-ce que c'est à nuancer soit sur sa réalité elle-même ou sur la compréhension de ses conséquences? Disons que c'est plutôt, c'est pas qu'on remet en question la dangerosité du climat. Vous l'avez rappelé en début d'émission, la vaste majorité des Français sont au courant de la menace climatique, de ses origines humaines et de l'impact que ça va avoir sur notre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'un savoir qui reste assez théorique est quelque chose d'incarné qui se manifeste par à nouveau des images mentales, quelque chose qui est beaucoup plus proche du quotidien. Le climat reste avant tout, pour beaucoup de personnes, quelque chose qui évidemment dans le futur. Par exemple, on ne parle pas de la guerre à horizon 2050 ou du budget de l'État à horizon 2050. Pourtant, c'est des choses qu'on utilise pour le climat. C'est aussi parfois quelque chose qui peut apparaître comme distant géographiquement. On va parler de réchauffement climatique à l'échelle mondiale plutôt que parler d'enjeux très locaux dans le quotidien des gens. Et puis, c'est évidemment parfois un sujet à cause de son aspect nouveau dans l'histoire de l'humanité, son aspect assez technique, eh bien c'est dur de le traduire en enjeux du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire le réchauffement climatique ou les enjeux écologiques plus larges pour les questions de santé, d'épargne, pour emmener mes enfants à l'école, pour aller faire mes courses, etc. Voilà, toutes des traductions qui sont plus compliquées, là où pour la guerre, on a beaucoup plus de manières de traduire ces connaissances en réalité du quotidien. Mais on pourrait vous dire qu'il y a dans certaines régions des effets du réchauffement climatique qui sont déjà patents, qu'on va expérimenter, que ce soit des sécheresses, des inondations, des orages violents. Est-ce que dans ces endroits où le réchauffement climatique est déjà une réalité, ça entraîne, ça encourage à l'action ou à un changement de politique publique ou de mentalité des citoyens? Effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on pose la question, il y a déjà 7 Européens sur 10 qui disent avoir ressenti les effets du changement climatique dans leur région. Donc on n'est plus dans quelque chose de complètement abstrait, on n'est plus dans les années 2000 ou même dans les années 80 où ça restait une question un peu scientifique, théorique. Là, on l'a vécu. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans les endroits qui ont vécu une catastrophe naturelle liée au réchauffement climatique, eh bien, il peut y avoir un regain d'intérêt pour ces questions,
une augmentation du vote en faveur de partis écologiques, une augmentation des donations, etc. Mais que souvent, ces effets sont d'assez court terme et que dès qu'une nouvelle actualité va prendre le dessus, eh bien, les sujets climatiques vont repartir loin derrière dans la liste des priorités. La voix de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, il était l'invité de France 5 de l'émission C'est ce soir. On est des animaux vivant dans le quotidien, j'insiste. On ne vit pas dans des grands concepts dans 50 ans. Du reste, le coup à 2100, j'ai été le premier à ronchonner, et je continue à ronchonner contre les médias qui nous parlent de 2100. Tout le monde s'en fout de 2100, ça n'a pas d'existence, ça n'a aucune existence. Bon. Et là, c'est pareil, il y a une forme d'hypocrisie dans les programmes d'action, avec tous ces concepts à la mode de développement durable, de croissance verte, etc., où quelque part, on et je dis volontairement on, qui est un pronom canaille, nous vend, se raconte, comme on veut, qu'on va garder tous les acquis de la civilisation industrielle en se débarrassant de tous les emmerdements. Historiquement, quand on regarde ce qui s'est passé sur les derniers siècles, la croissance, elle est arrivée avec les combustibles fossiles. C'est ça qui l'a permise. Donc, incarner un quotidien débarrassé des combustibles fossiles, toujours enthousiasmant, dans lequel les gens peuvent incarner un projet personnel et une trajectoire personnelle, il est là le boulot difficile. Cette distance, Mélusine Boonfaller, que vous évoquez, qu'évoque également Jean-Marc Jancovici, est-ce que c'est d'abord et avant tout ce qui empêche ce que vous appelez par ailleurs le passage à l'action ? Oui, c'est un des facteurs qui est étudié dans la littérature en sciences cognitives et qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne se mobilise pas sur le sujet climatique comme sur d'autres sujets. Et donc cette distance, elle est de nouveau à comprendre par rapport à des enjeux du quotidien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à souvent concevoir cette distance sur le problème. C'est un problème qui n'est pas assez concret, qu'il faudrait rendre plus immédiat. Mais on peut aussi faire la même analyse sur les solutions. Quand on parle de solutions au changement climatique, on a souvent une approche très macroéconomique. Il faut décarboner l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire décarboner pour l'économie ? L'économie, pour la plupart des gens, ça n'a pas vraiment de réalité, de choses concrètes. Et donc, à nouveau, permettre pour le passage à l'action, il faut donner des solutions qui soient accessibles. Alors, on pense bien sûr aux éco-gestes, et c'est souvent le cadrage qu'on adopte, mais c'est une seule vision de l'individu en tant que consommateur. Mais il y a aussi tout un tas de choses que les individus ou que les collectifs peuvent faire pour s'engager, que ce soit à un niveau politique, évidemment de voter en faveur de politiques écologiques, de se mobiliser, d'aller mobiliser les élus dans le monde professionnel, d'aller mobiliser son entreprise, dans le monde social, de s'organiser autour de soi et de rendre plus concret, plus accessible ces solutions. C'est aussi un travail pour réduire la distance psychologique. On va mentionner, lister, détailler ces blocages psychologiques, mais une question et une critique peut-être avant toute chose. Est-ce que cette approche-là, l'approche psychologique pour comprendre l'action en matière de réchauffement climatique, n'est pas justement une approche dépolitisante, une approche qui met peut-être trop le poids et la nécessité de l'action sur l'individu plutôt que sur les structures, sur les responsables politiques, sur l'ensemble du système économique ? Effectivement, c'est une critique extrêmement légitime et qui d'ailleurs va dans les intérêts de certaines grandes entreprises. On parle souvent du fait que l'empreinte carbone individuelle a été développée par les entreprises fossiles, notamment British Petroleum, qui était très content de dire que c'est l'empreinte carbone des individus et pas de l'entreprise pour détourner le problème et les solutions à l'échelle individuelle. Mais le facteur psychologique, ce qu'on appelle parfois le facteur humain, le facteur social, il reste pertinent pour les mobilisations collectives. Lorsqu'on est politique aujourd'hui, lorsqu'on est technocrate, qu'on essaie de faire changer un système, si on ne prend pas en compte la façon dont les individus réagissent, on peut se tromper fondamentalement. Je pourrais vous raconter une histoire assez classique dans ce domaine. C'est l'histoire des rats de Hanoï. Lors de l'occupation française en 1902, il y a une épidémie de peste à Hanoï propagée à cause des rats et le gouvernement français local décide de donner des primes à la population pour toute personne qui rapporterait une queue de rat, en se disant si la population les tue, eh bien plus de rats, plus d'épidémie. Sauf que ce qui se passe, c'est que la population se dit « Ah, mais c'est une superbe opportunité pour gagner de l'argent. Je vais donc élever des rats, leur couper uniquement la queue et apporter ça au gouvernement. » Lorsque le gouvernement s'en rend compte, il se dit qu'il va mettre fin au programme, ce qui résulte à la fin à une population de rats qui explose, parce que tous ces éleveurs de rats se disent « je n'ai plus rien à en faire, je les relâche dans la nature », et donc le problème n'a pas été réglé. Et donc prendre en compte ce facteur psychologique de lorsqu'on décide d'une politique, comment va-t-elle être acceptée, comment est-ce qu'on va réagir, c'est très important pour s'assurer qu'elle a l'efficacité attendue. Julien Bisson. Et Mélusine Boonfaller, vous nous parlez d'une sorte de défaut de passage à l'action, mais si on interroge la population dans la rue, les gens vont vous dire que depuis quelques années, ils ont changé des choses dans leur mode de vie. Ils ont essayé de penser au climat, ils ont essayé d'adopter des nouvelles pratiques. Est-ce qu'ils se trompent sur leurs propres actions ?
Alors, ce qu'on observe déjà, c'est que souvent, quand on pose la question de quelles sont les solutions les plus efficaces pour réduire les émissions de carbone, si on se place de nouveau d'un point de vue très individuel consommateur, la plupart des gens se trompent sur les ordres de grandeur. Ils vont par exemple citer en premier le recyclage. Alors bien sûr, recycler c'est important, faites-le, mais ça reste très marginal en termes d'impact si on compare à d'autres actions comme réduire sa consommation de viande, changer sa manière de se réchauffer, de se déplacer, etc. Et donc, ce que l'on voit, c'est que beaucoup de gens, effectivement, se sentent agir et ils ont modifié les choses, mais avec parfois un impact qui est bien réduit parce qu'ils n'ont pas en tête les ordres de grandeur associés. Alors listons ces freins psychologiques que met en lumière la recherche en sciences cognitives. Et commençons peut-être par le premier. Les gens auraient une mauvaise perception d'eux-mêmes et de leur propre action. Il faut nous expliquer cela. Alors c'est un petit peu comme si je pose la question de est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne. Ben, la plupart des gens disent oui, mais c'est pas possible que tout le monde conduise mieux que la moyenne. Et donc on a tendance à avoir cet effet en psychologie qui est bien connu, à se trouver au-dessus de la moyenne. Et donc notamment en termes de comportements vertueux, donc les comportements écologiques, on va se trouver au-dessus de la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet pourrait être encore plus prononcé pour les gens qui polluent davantage que les autres. Donc par exemple plutôt les classes aisées de la population ont encore plus le sentiment de faire mieux, alors que c'est au contraire celle qui pollue le plus. Donc ça peut être une des barrières à l'action. Mais je pense que dans la question climatique, au-delà de ces effets que l'on trouve dans tous les domaines, il y a un enjeu qui est très spécifique à cette question, c'est le côté de gestion des communs, que ceci est un problème qu'on ne pourra pas régler seul. Donc si vous essayez par exemple d'être en bonne santé, ça a été les fêtes de nouvelle année, peut-être que vous avez pris une résolution pour faire plus de sport, eh bien vous pouvez descendre de chez vous, aller faire du sport dans la rue. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout votre immeuble de faire un jogging avec vous pour que ça On marche. peut entre guillemets se prendre en main. Voilà, ou se prendre en main si vous voulez, mais en tout cas, si vous faites un jogging tout seul, C'est ce ça que va j'imagine, marcher. c'est pour ça. Ça ne dépend pas du fait que l'ensemble de votre immeuble, de votre ville, de votre arrondissement, je ne sais pas, fasse un jogging aussi. Pour le climat, ce n'est pas la même chose. Même si vous avez décidé de vous prendre en main, même si vous avez décidé d'agir à votre échelle, si les autres n'agissent pas, ça ne changera rien. Vous n'allez pas sauver votre microclimat. Et donc, on est sans cesse dans cette situation où on ne veut pas agir si les autres n'agissent pas. On ne veut pas être le dindon de la farce qui fait tous les efforts alors que les autres en bénéficient sans faire d'efforts. Julien Bisson. Deuxième frein psychologique que vous listez, la fatalité. Autrement dit, il serait déjà trop tard de toute façon pour agir. Ce que je ferais, les efforts que je mettrais en œuvre ne changeraient rien. Alors ça, la France est malheureusement un des grands champions pour ce problème. Aujourd'hui, 11% des Français se disent résignés. Ils disent qu'il est déjà trop tard pour agir efficacement contre le changement climatique. Et 64%, donc 6 Français sur 10, considèrent qu'il ne sera pas possible de limiter le changement climatique à des niveaux raisonnables d'ici la fin du siècle. Et donc ça, évidemment, c'est un énorme problème. C'est un petit peu comme si vous alliez chez le médecin qui vous annonçait que vous aviez un cancer et que vous ne pouvez rien y faire. Ben, c'est pas très motivant comme chose, vous allez probablement ne rien faire. Ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en avant les choses qui fonctionnent. Et donc ça, c'est une responsabilité presque médiatique de montrer que oui, la situation n'est pas idéale. On est très loin de ce qu'on pourrait faire, mais elle pourrait être bien pire si on n'avait pas agi. Et les 10 ans des accords de Paris ont été l'occasion de se rappeler de mais quelle aurait été la situation mondiale s'il n'y avait pas eu les accords de Paris. Et la plupart des scientifiques travaillant sur ces questions s'accordent pour dire que on aurait peut-être déjà dépassé les 2 degrés de réchauffement si on n'avait pas eu ces accords. Donc oui, on n'en fait pas assez, mais on est capable de le faire et communiquer là-dessus, communiquer sur ce qui marche permet de dépasser cette fatalité. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est peut-être trompé dans la communication sur les questions climatiques quand on se rappelle de campagnes de façon nous disant il reste 500 jours pour sauver la planète. Est-ce que ce genre de campagne a finalement a eu un effet finalement pernicieux sur la population? Alors je pense que c'est un arbitrage que toute personne qui fait une campagne se retrouve forcée, où on a parfois le sentiment que si on est trop optimiste, on va démobiliser. Et donc si on dit non, mais on a encore le temps, ou ça marche, on va se dire les gens ne vont plus prêter attention. Et si on est trop négatif, on va complètement déprimé. Et donc, il y a quelque part un bon équilibre à trouver. Et donc, il faut à la fois être très précis, très concret sur les menaces et dire donc non, la situation est mauvaise. Et à la fois très concret sur les solutions en disant si on fait ça à cette temporalité, ça peut marcher. Et c'est un petit peu la phrase qu'on entend parfois, chaque dixième de degré compte en fait. Qu'il y a jamais une situation où on peut baisser les bras parce que chaque petite victoire sera significative en termes de bien-être. Autre blocage que vous listez par ailleurs, Mélusine Bounfaleur, la compétition sociale. Si je caricature à très très grands traits,
On voudrait tous un SUV. Effectivement, les humains, en tant Surtout qu'espèce, Julien. en tant qu'espèce, on est équipé d'un système cognitif qui nous permet de gérer notre statut social. Évidemment, en tant qu'espèce sociale, c'est important d'être bien considéré par les autres, d'avoir un statut social élevé. Si on n'est pas considéré, eh bien, c'est un problème pour notre vie, pour notre capacité à coopérer avec les autres, à se reproduire, etc. Et donc, dans les sociétés telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, dans les sociétés modernes, le statut passe en grande partie par les ressources matérielles. C'est normal parce que les ressources matérielles permettent d'acheter tout. Quand on a accès à plus d'argent, on a une meilleure éducation, une meilleure santé, plus de pouvoir politique, etc. Et donc, ça nous motive à faire des choses, ce qu'on appelle la consommation ostentatoire, pour montrer aux autres que l'on a un statut social élevé. Et évidemment, cette consommation ostentatoire, cette volonté d'avoir un SUV, des maisons plus larges, des montres de luxe, etc., elles ont tous ces objets ont un impact écologique très important et il est difficile de convaincre, dans une société où tout le monde fait ceci, de s'en abstraire. Julien Bisson. On sait que beaucoup de changements de société vont souvent du haut de la pyramide sociale vers le bas. C'est l'effet de distinction de classe. Qu'est-ce qu'il en est de l'action climatique, justement? Est-ce que les plus riches montrent l'exemple, ou justement, au contraire, ils devraient davantage le faire si on voulait pouvoir impulser davantage de changements? Alors, il y a évidemment, comme dans tous les groupes sociaux, il y a énormément de diversité. Il y en a qui agissent, il y en a d'autres qui agissent moins. Ce qui est évidemment important pour cette notion de compétition de statut, c'est déjà de se dire que cette envie de se distinguer, a priori, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors, il y a plein de philosophies qui nous permettent de faire ça, et si à coup de méditation, à coup d'isolement social, on peut peut-être y arriver, mais cette envie de se distinguer, elle est a priori assez profondément ancrée dans notre cerveau. Par contre, qu'est-ce qui permet de se distinguer? Quelle est la monnaie du statut social? Ça peut varier d'une société à l'autre. Si du jour au lendemain, on supprimait l'argent en France et que tous les biens pouvaient être acquis uniquement grâce à sa force physique, eh bien, avoir plein d'argent, ça ne conférerait plus un statut social élevé, et au contraire, avoir des grands muscles, ce serait quelque chose de très distinctif. Et donc, on peut se dire déjà qu'on peut changer la monnaie du statut social, et c'est ce que l'on voit déjà dans certaines couches sociales, dans certains milieux, que ce qui confère un certain statut, ce n'est plus le SUV, les vacances exotiques, etc., mais c'est plutôt autre chose comme cultiver un certain mode de vie, le lien social, partager d'autres valeurs, etc. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est changer. L'autre chose, c'est de se dire qu'effectivement, comme c'est un enjeu qui est social, vouloir changer tout seul, c'est très compliqué. Parce que si on décide d'abandonner tous ces signes distinctifs, et que les autres les gardent, on va forcément perdre en statut. Par contre, si collectivement on décide de le faire, là, quelque part, personne n'y perd, ou en tout cas pas autant, parce qu'on décide de changer notre manière de faire. Et donc c'est là où peut-être que les classes plus élevées qui ont cette liberté d'action peuvent collectivement décider de changer. Évidemment, tout ce qui est un comportement collectif nécessite souvent de la coordination ou de la coercition pour pouvoir y arriver. Comment traduire en politique publique cette fois-ci les recherches que vous menez, les résultats que vous mettez en lumière? Il y a quelques années, un terme était à la mode, celui de nudge, que l'on traduisait parfois en français par libéralisme paternaliste ou par paternalisme libéral. Bref, en gros, l'idée était la suivante: par tout un tas de dispositifs que l'on pourrait trouver dans l'espace social, des dispositifs d'incitation, on pourrait peu à peu changer le comportement des individus, et cela serait de la responsabilité au fond de l'État et des pouvoirs publics en général. Est-ce cela la philosophie qui préside justement aux résultats d'enquête que vous menez? Alors, je dirais que les nudges ont eu leur âge d'or il y a quelques années, peut-être même encore aujourd'hui, mais qui sont quelque part qu'un très petit sous-ensemble de ce qu'on peut faire, de comment appliquer les recherches en psychologie et en sciences cognitives à la politique publique. Et donc, un exemple de nudge, c'est en faisant des poubelles dans la rue qui sont rouges, on les verra plus facilement, on aura moins de chances de jeter son déchet par terre. Ou la petite mouche, alors c'est l'exemple le plus connu, la petite mouche dans les urinoirs. Exactement. Et donc, il y a plusieurs exemples comme ça, et qui sont parfois avec des résultats très importants. Un autre exemple de nudge qui a prouvé son efficacité dans différents domaines, c'est les options
par défaut. Par exemple, aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes probablement tous les deux donneurs d'organes en France, parce que depuis 2017, la loi a changé. Par défaut, tout le monde est donneur d'organes, sauf s'il s'est enregistré au registre des personnes qui refusent de l'être. Et ce simple changement de loi, où avant, par défaut, on n'était pas donneur et maintenant, par défaut, tout le monde l'est, a permis d'augmenter de manière très importante les donations. Et donc, ça, un nudge, ce qu'on pourrait dire, c'est le changement d'option par défaut, peut avoir des conséquences importantes. Donc, il y a tous ces outils, mais qui parfois qui restent par nature presque limités. Parce qu'anecdotique parfois. Parce que anecdotique, et puis surtout, avec le nudge, tout le principe derrière le nudge, c'est qu'on ne réduit pas la liberté des individus. On leur donne toujours exactement les mêmes choix. Mais donc, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un type d'application des sciences cognitives à la politique, qui est parfois très pertinent, parfois très anecdotique. D'autres types, c'est les deux autres manières de s'appliquer, ou les deux grandes façons, c'est premièrement sur le volet de l'acceptabilité des politiques publiques. Lorsqu'on fait une politique publique, il ne suffit pas qu'elle fonctionne sur papier, mais encore faut-il qu'elle soit acceptable pour la population. Typiquement, la taxe carbone, on sait depuis très très longtemps que ce serait une politique très utile, très efficace en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'est une des politiques qui génère le plus grand consensus parmi les économistes au monde, chose qui est rare d'avoir du consensus parmi les économistes, et pourtant, on n'y arrive pas. Et ce que montrent les recherches en psychologie, c'est que pour rendre une taxe carbone acceptable, il faut qu'elle soit jugée comme efficace, et donc il faut communiquer sur l'impact de cette taxe. Elle est plus acceptable si les recettes de cette taxe sont allouées pour la transition écologique plutôt que remises dans le pot commun. Ça, c'est aussi de la psychologie. Si elle est vue comme équitable. On l'a bien vu avec le problème des Gilets jaunes que ne pas prendre en compte ce facteur psychologique pouvait être dramatique en termes d'acceptabilité, etc. Et donc ce volet d'acceptabilité des politiques publiques, comment bien en parler, comment amener la population à se positionner, à comprendre quels sont les enjeux importants, ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est donc dans la conception même de ces politiques publiques, prendre en compte le comportement des gens. Donc ça c'est l'exemple des rats de Hanoï. Si on ne prend pas en compte le fait que lorsqu'on donne une prime, les gens ont plutôt tendance à augmenter l'activité qui donne la prime plutôt qu'à la réduire, eh bien, on rate complètement son objectif. Et donc associer les gens, les citoyens, j'imagine, à la conception même de la politique publique. Julien Bisson. Cela signifie que les mesures coercitives en matière environnementale ne peuvent pas être une voie pour pousser à l'action. Ça veut dire qu'il y a une limite, en tout cas, à la coercition de ce point de vue-là. Il vaut mieux inciter que contraindre, effectivement. Je ne pense pas du tout que ce soit l'un ou l'autre. Je pense que ça dépend. Typiquement, une loi qui avait été proposée récemment, qui est coercitive, c'était la réduction de la limite de vitesse pour passer de 90 à 80 km/h et qui n'a finalement, après quelques essais, pas été mise en place. Avec une approche en sciences cognitives, le but ne serait pas de dire il ne faut jamais contraindre. Parfois, la contrainte, c'est bien. On est tous contents qu'on ne puisse pas fumer devant les maternelles ou ce genre de choses. Mais il faut comprendre comment amener à cette contrainte d'une manière qui préserve la confiance démocratique, qui informe le citoyen, qui le rend partie prenante de ceci. Et typiquement, sur la limitation de la vitesse, il y a eu beaucoup de réactions négatives, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension sur l'impact réel sur le temps de trajet. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident que lorsqu'on passe de 90 à 80 km/h, on a l'impression que c'est un coût énorme en termes de vitesse, alors qu'en moyenne, sur disons un trajet d'une heure, ça ne rajoute qu'à peu près 7 minutes, et encore parce que sur un trajet d'une heure, on n'est pas à 90 tout le temps. Et donc, quelque part, le vrai coût pour les citoyens est assez limité, alors même que le coût environnemental, lui, est bien plus avantageux parce que les émissions de gaz à effet de serre des voitures n'augmentent pas linéairement avec la vitesse. Donc, plus on va vite, de plus en plus, on pollue. Et donc, de réduire un petit peu la vitesse, ça a un gros impact en termes d'écologie et un petit impact en termes de temps de trajet. Mais ça, il faut faire ce devoir de pédagogie pour favoriser cette acceptabilité. Est-ce que ça veut dire aussi que, par ailleurs, il faut parfois aussi tricher un peu sur les arguments pour atteindre un objectif de politique publique? Un exemple, il faut réduire la consommation de viande, augmenter la consommation de légumes. Il y a deux possibilités. Soit on peut dire, au fond, c'est bien pour le climat, et c'est une chose, et on a compris que ce serait peut-être difficile à percevoir ce lien-là. Une autre manière de le dire, c'est meilleur pour la santé, donc c'est meilleur pour vous directement, individuellement. Est-ce que là aussi, il faut penser à la façon, j'allais dire, de dessiner spécifiquement des arguments? Alors évidemment, le mot tricher ne fait pas partie de mon vocabulaire sur la politique publique. Et notamment parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que
j'aime bien penser au fait que lorsqu'on fait de la politique publique, le plus grand capital qu'on a, la plus grande ressource qu'on a, c'est la confiance de ses concitoyens. Et que cette confiance, on la gagne très difficilement, on la perd très rapidement. Et quand on a une bonne confiance dans les citoyens, on peut faire plein de choses parce qu'on se fait confiance, on peut faire plein de politiques, on peut vraiment avancer. Quand tout le monde se méfie des uns des autres et de son gouvernement, ça devient très problématique. Et donc, typiquement, sur ces questions de la viande, on ne va pas mentir, on ne va pas faire des fausses choses. Par contre, de mettre en avant des avantages de santé, ça peut être plus convaincant pour certaines parts de la population qui sont plus préoccupées par leur santé que par les enjeux environnementaux. La transparence donc plutôt que la triche. Merci beaucoup Mélusine Boone-Faller et merci Julien Bisson. Dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, qu'est-ce que l'on trouve ? Eh bien, cap vers l'Arctique, Groenland, pourquoi Trump va s'en emparer. On essaie de tout vous expliquer sur les ressorts de cette nouvelle guerre froide. Merci de votre venue à tous les deux au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont pensé et préparé cette émission. Bruno Barada, Rodier Eken, Bertie Bourdon à la réalisation, Les Racines.